Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La réforme des rythmes scolaires pourrait prochainement être remise en cause. Certaines communes commencent à supprimer les temps d'activité périscolaire, alors que d'autres souhaitent revenir à la semaine de 4 jours. Explication sur ce qui pourrait changer à la rentrée dans un instant. C'est l'un des festivals phares de la musique classique. Auvers-sur-Oise ouvrira sa 37e édition le 9 juin pour un mois de concerts avec la crème de la musique classique. Reportage en fin de journal. Parents et enfants, attention, les journées d'école pourraient bien connaître quelques changements à la rentrée prochaine. Certaines villes ont décidé d'abandonner les TAP, ces temps d'activité périscolaire, alors que d'autres réfléchissent à revenir à la semaine des 4 jours. Un changement soumis à la publication d'un décret qui pourrait survenir avant l'été. Les explications d'Angélique Boilet. Dès la rentrée prochaine, les élèves de Garges-lès-Gonesse n'auront plus de TAP, ces temps d'activité périscolaire non obligatoires mis en place avec la réforme des rythmes scolaires en 2014. Une décision prise à l'issue d'une concertation menée auprès des parents et des professeurs de la ville. La commune souhaite redéployer l'ensemble du budget des TAP, 1 550 000 € sur des actions pédagogiques menées sur le temps scolaire. Il y a deux différences entre les TAP et notre nouvelle action. La première, c'est que les TAP déjà ne touchent que 60% des enfants, alors que sur le temps scolaire, on pourrait toucher 100% des enfants. La deuxième, c'est que ce sera une action qui sera concertée avec l'éducation nationale qui rentre en fait dans le projet d'établissement. Ce sera donc une action beaucoup plus cohérente avec ce que se fait sur le temps scolaire. À la place de ces temps d'activité, l'accueil de loisirs va être avancé à 15h30. La ville promet une baisse du tarif de l'accueil de loisirs de 40%. Si à Garges-lès-Gonesse, il n'est pas question pour l'instant de revenir à la semaine de 4 jours, c'est le cas à Hermont. Enfants et enseignants pourraient donc, dès la rentrée 2017, revenir à une organisation du temps scolaire d'avant 2014, sans changement tarifaire ni diminution des prestations, assure le maire. Hugues Portelli soumettra cette décision au vote du conseil municipal le 15 juin prochain. Même son de cloche à Herblay, où le maire Philippe Rouleau veut également abandonner la réforme et prépare lui aussi ses services au retour à la semaine de 4 jours. Un changement qui ne sera possible qu'après la parution d'un décret du gouvernement permettant aux communes de conserver ou non la réforme des rythmes scolaires, une promesse du nouveau président Emmanuel Macron. En bref, en basket, Cergy-Pontoise rate la montée. Opposés à Brissac, dans le cadre des playoffs de National 2, les joueurs de Cergy-Pontoise se sont inclinés pour la seconde fois consécutive. Conséquence, les Panthères n'évolueront pas en National 1 la saison prochaine. Le club a en effet perdu ce week-end 71-59 sur leur parquet des Maradas. C'est l'un des grands rendez-vous de la musique classique. Le festival d'Auvers-sur-Oise se tiendra du 9 juin au 7 juillet prochain. Au programme, présence de stars, éclectisme et ouverture à la jeune génération. Présentation de ce 37e opus du festival avec Massicilia Boudou et Justine Lopez. C'est l'un des rendez-vous incontournables de la musique classique. Voix, piano et musique de chambre feront partie de la programmation. La particularité du festival d'Auvers-sur-Oise, faire découvrir de jeunes talents en devenir. Parmi eux, les pianistes Nicolas Giacomelli et Lucas Debargue, ou encore le jeune violoniste prodige Daniel Lozakovitch des Virtuoses de Moscou. C'est une chance pour eux de se faire connaître du grand public. Je pense que ce qui le caractérise, c'est son identité, l'identité et la défense des jeunes artistes depuis sa création, particulièrement depuis 1990. Et j'ai toujours souhaité associer en fait la découverte de jeunes artistes aux artistes mondialement connus. De grands noms de la musique classique seront aussi présents, comme la chanteuse soprano Nathalie Dessay ou le pianiste Miroslav Kultichev. Mais également quelques nouveautés pour cette 37e édition. Les nouveautés, c'est ce jeune compositeur Jean-Frédéric Neuburger. C'est à la fois l'anniversaire du trio Wanderer des 30 ans, les 30 ans de leur naissance au Festival d'Auvers-sur-Oise. C'est l'hommage qu'on rend aussi à Georges Xifra, au grand pianiste, qui a clôturé le festival en 1987, donc il y a 30 ans aussi. Il faudra compter entre 20 à 95 € pour assister à l'un de ces concerts. Ce festival se déroulera du 9 juin au 7 juillet.
Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La réforme des rythmes scolaires pourrait prochainement être remise en cause. Certaines communes commencent à supprimer les temps d'activité périscolaire alors que d'autres souhaitent revenir à la semaine de 4 jours comme à Hermont ou Herblay. Il faut cependant qu'un décret soit promulgué avant l'été. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Bien à l'abri dans son écrin de verdure, le pavillon chinois de l'Isle-Adam veille sur la ville depuis plus de 200 ans. Ce pavillon, en forme de pagode, a été édifié par un riche héritier d'une dynastie de financiers et de mécènes, Pierre-Jacques Bergeret. En 1778, il achète le domaine de Cassan, une immense propriété comprenant un château sur une île, des étangs, des prairies et des marécages. Aidé par son ami le peintre Fragonard, Bergeret transforme le château, crée un parc à l'anglaise et fait construire le pavillon. D'inspiration chinoise, il reflète les goûts de son époque. En cette fin du XVIIIe siècle, la Chine fascine l'Occident. La mode est alors à la construction de fabriques chinoises. Une fabrique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une architecture en miniature qui orne un parc. C'est une promenade qu'on doit faire dans le parc. Et au milieu de cette promenade, on rencontre des architectures, des différents bâtiments qui nous permettent de nous reposer, de philosopher, de réfléchir, de se retrouver dans des lieux tout à fait différents. Ça nous permet de voyager au sein d'un domaine. À l'origine, le pavillon chinois n'est qu'un élément du parc imaginé par Pierre-Jacques Bergeret. Plus d'une quinzaine d'autres fabriques plus imposantes étaient prévues. Pris dans la tourmente de la Révolution française, Bergeret ne pourra achever son projet. Le pavillon chinois sera la seule fabrique qui verra le jour. Construit sur une base en pierre, servant de déversoir à l'étang, le petit pavillon en bois n'en reste pas moins une invitation au voyage. Nous sommes ici dans la partie supérieure du pavillon chinois. Et là, on entre vraiment dans ce qu'on peut appeler les chinoiseries, donc vraiment en Chine. Toute la partie supérieure est en bois. Toutes les clochettes qui ornent le bâtiment tout autour sont elles aussi en bois. Elles sont là pour éloigner les mauvais esprits, ainsi que les lions-dragons que nous avons de part et d'autre des entrées du pavillon. En 1803, Pierre-Jacques Bergeret revend son domaine. Au fil des décennies, 2 nouveaux châteaux verront le jour, mais les bombardements alliés de 1944 sonneront le glas du domaine qui tombe dans l'oubli. En 1971, la ville de l'Isle-Adam rachète le pavillon et le restaure pendant 4 ans. Il a été inauguré en 1975 et ensuite laissé en libre accès. Et malheureusement, il a été détruit, abîmé. Et il faudra attendre 2008 pour avoir une nouvelle campagne de restauration. Et à partir de 2008, il sera fermé au public et ouvert sur visite guidée. Classé monument historique en 1965, le pavillon chinois de l'Isle-Adam est l'une des 4 dernières fabriques du XVIIIe siècle réalisées en France. Ne cherchez pas le filet, il n'y en a pas. Cette variante du badminton s'appelle le cross-minton. Créé par un joueur de badminton qui voulait jouer sans souci à l'extérieur, ce sport de raquette s'est d'abord appelé le speed badminton, puis le speedminton. Première différence de taille avec son cousin le badminton, le matériel. Notre matériel se constitue donc d'un ce qu'on appelle un speeder, qui ressemble à ça, comparé à un volant de bad qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus résistant, et d'une raquette qui ressemble à celle d'une raquette de squash, mais en plus petite. Alors ce volant est si petit pour gagner en vitesse et en résistance, parce qu'un volant de badminton serait épuisé tout de suite par la vitesse qu'on met dedans. Donc on va faire un essai d'abord avec un volant de bad, je vais vous montrer. Donc ça, ce volant de bad, vous voyez, il vous parle, c'est loin. Et un volant de cross-minton, donc speeder, il va 2 fois plus loin en effet, voire un peu plus même.
Les règles sont simples, les matchs se jouent en 3 sets gagnants, le set se jouant en 16 points. Chaque joueur joue sur un carré d'un peu plus de 5 mètres de côté. Comme pour le tennis ou le badminton, le volant doit rester dans la zone de jeu. S'il sort des limites du terrain ou touche le sol, le point est perdu. La vraie difficulté du jeu tient aux distances. Le terrain est très grand. Ce sont les mêmes distances qu'un terrain de tennis. Donc on a 12 mètres 80, 13 mètres pour être grosso modo, 13 mètres entre les deux terrains, donc on va faire un petit échange pour essayer. La plupart des joueurs viennent du badminton ou du tennis. Moins physique et moins tactique que ces deux sports, le cross-minton est avant tout un jeu pour se faire plaisir rapidement. C'est pas comme le tennis ou le badminton qui sont très techniques et on arrive à prendre plaisir même si les niveaux sont différents à faire des échanges comme un peu comme un sport de raquette à la plage. D'ailleurs, le badminton peut se jouer dans ce genre de conditions. Il y a le côté aussi un peu bourrin qu'on a moins dans d'autres sports comme le tennis. Au niveau du filet, je veux dire, il n'y a pas cette contrainte-là, donc on tape, quoi. Sport loisir par excellence, le cross-minton peut se jouer partout et par tous les temps. Il suffit d'installer ce terrain portatif et le tour est joué. On compterait en France 10 000 joueurs de cross-minton. Il arbore 3 étoiles sur son maillot. Triple champion du monde, Thierry Graffagnino est un peu le Zidane de la pizza, ou plutôt le Didier Deschamps. Aujourd'hui retiré de la compétition, il est le coach de l'équipe de France. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la compétition. Maintenant, si je gagne 4 fois, ça va m'apporter quoi de plus? Donc je me concentre pour aider les autres et ce qui me ferait plaisir justement, c'est de former des nouveaux champions du monde. Ça voudrait dire finalement que ma formation elle est efficace. Avec une dizaine de professionnels passionnés, ces pizzaiolos enchaînent les tests. Le coach distille ses conseils et rappelle les fondamentaux. Une bonne pizza, d'abord, au niveau du visuel, on doit avoir envie de la manger, bien sûr, hein, comme tous les plats. Tu mets ça dans une vitrine, c'est superbe. Le client qui passe devant ta vitrine, il rentre dedans, il dit « Waouh !» Tu vois ? Non, c'est pas la peine de rajouter comme c'est. C'est bien là. C'est super. Après, nous avons l'harmonie entre les ingrédients. En fait, le pizzaiolo, c'est un peu un chef d'orchestre et les ingrédients, c'est les musiciens. S'il y en a un qui joue trop fort, eh ben, forcément, on sent que lui, donc c'est pas bon. Et s'il joue trop faible, bah, ça sert à rien de le mettre. Donc c'est un équilibre dans tout ça. Pour la pizza salée ou sucrée, il est un critère ô combien crucial, la pâte. Et pour qu'elle soit parfaite, le maestro possède un ingrédient secret, la farine. Thierry Graffagnino en a conçu 2 sortes, en étroite collaboration avec les moulins de Char. Elles proviennent de blé local, produit dans un rayon de 100 à 200 km. Alors là, les gars, on a essayé, c'est Gaël qui a fait l'empattement hier. On a essayé sur la Classica. La Classica est destinée en fait aux pizzas rondes pour les pizzaiolos. Hein, et la Roma en fait est destinée pour faire une pizza plaque, un peu pour le street food, où on peut manger tout en marchant dans la rue. Hein, donc la Roma, on a des croûtes, on a une épaisseur de pizza beaucoup plus importante avec un croustillant à l'extérieur et un moelleux et un fondant à l'intérieur. C'est avec ces farines issues de blé local que Thierry Graffagnino a conquis ses titres. Ça finit premier au championnat du monde.